Hola, señor, ¿cómo et dius? Em dic Oriol Ponsatí. Oui, Oriol Ponsati, oui, on a dit en français, mais en fait, c'est moi qui commence en catalan. Oriol Ponsati. Bon, mon nom c'est Oriol Ponsatí, je suis le frère de Clara Ponsatí, qui a été la ministre d'éducation dans la Catalogne dans le période, disons, avant et après le référendum du 1er d'octobre. À ce moment-là, elle se trouve exiliée à l'Escosse. En fait, elle a retourné à l'université où elle travaillait avant d'accepter une position À la Generalitat. à la Generalitat, exactement. Nous sommes venus ici comme représentation de l'association catalane des droits civils. C'est l'association qui rejoint tous les familles des prisonniers et d'exiliés politiques comme résultat de la répression après le 1er d'octobre. Alors, une question qui se pose, est-ce que vous avez été surpris, et votre sœur ont été surpris de comment a réagi ou surréagi le gouvernement espagnol? On a espéré bien sûr une réponse judiciaire contre le mouvement, mais on a été surpris pour la dérive autoritaire de la réponse, qui a bien sûr nous a retourné au temps de la dictature franquiste. Oui. Vous êtes né avant la mort de Franco, avant 75. Donc pour vous, vous avez connu, vous avez la référence de qu'est-ce que c'est qu'un gouvernement franquiste. Alors, Tout à fait. c'est quoi le nouveau franquisme par rapport à l'ancien franquisme, si j'ose dire? Bon, si vous voulez, on n'arrivait pas à l'extrême de la dictature franquiste parce que, disons, l'État espagnol continue à avoir une structure démocratique du point de vue du Parlement et tout ça, mais il y a des façons de réagir qui sont tout à fait dictatoriales. Il y a, si vous voulez, tout le contrôle sur la justice et la façon dans laquelle on a utilisé la machine judiciaire. C'est tout à fait hors de qu'on dit justice. L'invention des crimes qui n'existent pas, il y a et toute la machinerie qu'on a utilisée, même la répression du référendum, ce sont des choses qu'on ne peut pas accepter, disons, dans un État démocratique. Ça, c'est absolument clair. Bien sûr, on n'a pas utilisé l'armée et les canons pour bombarder Barcelone. Comme en 81, coup d'État du lieutenant-colonel Terrero, où on arrive aux Corses de Madrid, on tire en l'air, et à Valencia, les chars sortent dans la ville. Oui. Ça a été vraiment un coup d'État, disons. Mais maintenant, on utilise, disons, des argumentations. On dit que, par exemple, les Catalans ont fait un coup d'État. Oui, alors, c'est quoi la différence entre le lieutenant-colonel Terrero et Puigdemont? Écoutez, mais il y a eu un coup d'État, il y a eu un coup de violence. Pour avoir fait un coup d'État, il faut avoir des violences. Ici, il n'y a eu aucune. Il y a eu seulement un mandat démocratique du peuple. Ayant dit ça, disons, les tests qu'on a surréagi sur la répression, c'est que quand on a les cas qui sont posés à l'extérieur, c'est-à-dire sur la Belgique, sur l'Écosse, sur l'Allemagne, il n'y a eu aucune acceptation de la déportation qui devrait être automatique, presque automatique. Et sur ça, nous sommes convaincus que l'État espagnol pourra à la fin avoir l'extradition dans les termes qu'il a posés au début. Alors, il y a aussi une surprise, c'est l'Union européenne, la réaction, ou la non-réaction plutôt, de l'Union européenne. Oui, je crois que, si vous voulez, a été un peu naïf compter, disons que de la part des Catalans, de compter avec le support international, que c'est un support qui n'a pas existé dans les domaines des États. Il a existé, si vous voulez, des supports des organisations, il y a eu solidarité, mais le support qu'on attendait du Conseil d'Europe ou de la Communauté européenne, il n'a pas jamais arrivé parce que, en fait, ils ont réagi comme
club d'État, pas com un defensor de la idea de l'Europe, no? Peut-être ça va changer parce qu'à la fin on peut pas rester avec les yeux à l'autre côté quand passe tout ce qui vient maintenant, non? C'est dans le moment dans lequel la justice allemande se trouve avec un prisonnier chez soi, alors c'est que commence. Voilà, c'est d'autant plus gênant pour l'Allemagne que c'est elle qui avait arrêté le président Louis Kampach et qui l'a livré aux franquistes qui l'ont exécuté à Montjuïc. Oui, symboliquement, c'était très fort. Mais disons, mon opinion, c'est que la justice allemande, c'est une justice indépendante qui va travailler. C'est pas le cas de la justice espagnole. La justice espagnole a travaillé comme une machine parfaitement monitorisée, maîtrisée de le gouvernement. Parce qu'on nous a dit, oui, mais regardez, c'est une affaire interne à l'Espagne, c'est un état de droit, la justice est indépendante, enfin c'est ce qu'on nous a raconté en France, hein, on n'est pas obligé de le croire, mais alors que bon, on nous a dit, c'est les Catalans qui ont commencé avec, en rupture avec la Constitution de 1978. Alors, vous qui y étiez à l'époque, comment s'est construite cette fameuse Constitution? C'est les franquistes qui ont négocié pour la construire, je veux dire. Si vous voulez la Constitution de 78, c'est une Constitution a été faite dans un moment dans lequel il y avait encore, si vous voulez, toute l'organisation franquiste était là, mais à la fin, il y a eu, on s'est fait, et avec cette Constitution, on a survécu, on a disons, créé un État qui se vient débrouiller, même dans les autonomies, si vous voulez. On a avancé, il y a je crois que le début a été positif, mais du point de vue des Catalans, c'est presque chaque fois on a coincé un peu plus, on a laissé aucune solution pour qu'on puisse se développer ce que à la Catalogne intéressée, qui était avoir disons, plus de droits et plus d'autonomie. Et si vous voulez, même c'est mettre sur la table la possibilité de l'indépendance. La possibilité de l'indépendance, le référendum, on n'a jamais accepté. Mais c'est les statuts de 2006 qui ont été votés par les Cortes espagnoles en 2010. Oui, je crois que, c'est tout par-delà, parce que la Catalogne ne voulait pas forcément, à la base, être indépendante dans sa totalité. Je crois que ça c'est très important. Je crois que le 2006, c'est l'année où tout commence. Parce que c'est l'année où même une organisation fédéraliste commence à être brisée. Parce que le statut qui a été approuvé pour les Catalans a été coupé par le tribunal constitutionnel. Et bon, le futur de l'année 2006, on a retenté quelle est la différence? Le statut de 2006, si vous voulez, on cherche une façon de dire la Catalogne est un sujet politique. Que la Catalogne soit un sujet politique veut dire que la Catalogne peut décider, ou peut, si vous voulez, négocier quel doit être son futur. Et, disons, dénier ces droits ou ces sujets politiques, c'est le début de toute l'histoire qu'on se trouve maintenant. Est-ce que la solution, si tant est que le gouvernement espagnol ait un moment de, comment on dit en catalan, de sein, ça serait de dire les bases de négociation, on revient sur les statuts votés par le Cortes espagnol en 2010 des statuts de la Catalogne, ceux de 2006 votés en Catalogne. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Dans ce moment, ça... Pour être raisonnable, que la raison tourne, que la raison revienne. Oui. La base de négociation entre l'Espagne et la Catalogne soit ces statuts de 2006 votés en 2010 par les Cortes espagnols. Ça pourrait être une base de négociation. Ça pourrait être une base de négociation. Mais, écoutez, je ne sais pas,
je ne suis pas un politicien, je parle comme quelqu'un de la rue. Mais je vois qu'à la fin, on devrait trouver une façon de commencer la négociation. Et avec le Parti populaire, ça n'était pas possible. Il faut voir dans le futur si dans un autre... Je crois que la meilleure solution, c'est de trouver quelqu'un international qui puisse faire de la facilitation, l'arbitrage des négociations. Non? Alors, il y a eu une négociation des évêques. Est-ce que le Vatican et le pape pourraient pas être un bon intercesseur, vu qu'il est intercesseur entre représentant de Saint-Pierre, entre lui, les hommes et Dieu? Est-ce vous accoudite, hein? Non, c'est une blague. Je crois que la négociation plus raisonnable devrait être faite dans la communauté européenne. Dans la communauté européenne, je crois qu'il y a des mécanismes d'organisation pour le faire. Il y a, si vous voulez, aussi les Nations Unies. Oui, alors on y a pensé aussi, oui, les Nations Unies. Alors, les Nations Unies? Bon, les Nations Unies, ils sont engagés de certaine façon. Mais je ne connais pas exactement. Oui, le process. Et la Suisse? La Suisse, qui a accueilli de nombreuses conférences internationales. La Suisse, bien sûr, c'est un sujet politique qui pourrait bien le faire, bien sûr. Est-ce qu'on sait si la Suisse a dit « Oh, on est là, on peut aider » ? La Suisse l'a dit, mais d'abord, pour faire une négociation, il faut que les deux parties acceptent. Oui, le négociateur. Le négociateur. Et d'un côté, je crois que la Catalogne, disons les politiques de la Catalogne, auraient bien accepté ça, mais pour l'Espagne, ça c'est accepter ça. C'est accepter qu'il y a les sujets de négociation. Oui. C'est ça le point. Hein. On ne veut pas accepter les sujets de négociation. Si vous voulez, ça a passé dans ce type de négociation. Ça a été le cas de Québec, le cas de l'Écosse. Je crois que même à la France, maintenant, il y a un référendum aussi à la Nouvelle-Calédonie. Oui. Alors ça, c'est une vieille chose qui revient après les accords de Matignon. Et bon, mais ce sont des choses qu'on parle, ce sont des façons qu'on peut négocier. Non? Mais à l'Espagne, on préfère rester avec, disons, si vous voulez, une majorité des Catalans qui ne veulent pas être plus espagnols. Mais il y a du déni, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça peut marcher pour le gouvernement espagnol. Alors, la question qui se pose aussi, c'est les autres territoires d'Espagne, comme l'Andalousie ou les Basques. On a l'impression, même vu d'ici, qu'ils ne bougent pas. Par exemple, les Basques, on aurait pu se dire, tiens, ils auraient pu être un support more fort para els catalans, et finalement, enfin, de loin, hein, on n'a pas eu l'impression que les autres autonomies se soient bougées. Est-ce que c'est une idée ou effectivement... Je crois que le Pays Basque il a une réalité assez différente à celle de la Catalane. Il y a eu, disons, tous les problèmes de la violence de l'État. Et ça, disons, ça fait que le momentum de négociation soit très différent. Même si vous voulez, dans les Pays Basques, il y a une situation de... Ils ont, par exemple, un accord fiscal plus avantageux. C'était un des points justement pour les Catalans, c'est qu'ils puissent avoir plus d'argent pour gérer leur propre... C'est pas l'essentiel, mais parce que c'est un des arguments pour dire les Catalans veulent partir parce qu'ils veulent plus donner aux pauvres, quoi. Mais c'est pas un des vrais arguments. Ça, c'est bien sûr un argument, mais ce n'est pas l'argument, ce n'est pas la partie importante de la négociation. Je crois que la partie importante de l'histoire, c'est la volonté d'être un sujet politique et pouvoir décider sur notre futur. Non, mais moi qui suis français, j'aimerais bien aussi que la France soit indépendante. Alors, comment pensez-vous qu'on va pouvoir s'en sortir ? Parce que là, c'est bloqué. Ça fait quelques mois que c'est bloqué. On n'a toujours pas un président qui a été voté, puisque hier il y a eu des négociations pour le lundi dans la deuxième votation. Nous aurons un nouveau. Habemos papam. Peut-être ça c'est un chemin de recommencer
disons, avec l'institution autonomique, et du même moment avoir, si vous voulez, à l'extérieur une espèce de comité de la République, on puisse jouer, disons, dans les locales à faire l'administration, faire fonctionner les pays, et par contre avoir à l'extérieur une organisation qui puisse être plus revendicative du côté de la République catalane. J'insiste, moi je ne suis pas en politique et moi je dis ça comme si vous... Oui, que vous êtes un citoyen. Ah, exactement. Enfin, si je dis ciudadane, ça peut prêter à confusion aussi. Sergio Ponsati, gracias, merci beaucoup. Gracias.